Je m'appelle Nathalie, et j'ai 18 ans. Le jour de mes 18 ans, je suis entré dans un tribunal, j'ai payé 150 €, et j'ai légalement effacé le nom de famille de mon père, de tous les documents que je possède. Il a quitté ma mère quand j'avais 6 ans, a épousé une femme qui a passé 12 ans à s'assurer que je sache que je n'étais pas à ma place, et a rompu toutes les promesses qu'il avait jamais faites. À ma remise de diplôme, sa femme a dit quelque chose de si cruel, juste devant tout le monde, que cela aurait dû me détruire. Ça ne l'a pas fait. Ça m'a libéré. Après que le juge a signé l'ordonnance, j'ai envoyé à mon père une dernière lettre. 3 mots. Juste 3. Et ces 3 mots l'ont brisé d'une manière que son propre silence n'aurait jamais pu faire. Si vous regardez ceci, n'hésitez pas à vous abonner, et dites-moi d'où vous me regardez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'été de mes 6 ans. La nuit où mon père a préparé un sac de sport, et m'a dit qu'il serait de retour pour le vendredi. J'ai 6 ans, je me tiens sous le porche de notre petite maison à Ridgewater, dans le Missouri. La population? Pas assez pour avoir un grand supermarché, mais trop pour que chacun se mêle de ses affaires. Il y a une balançoire en pneus, dans la cour de devant, que mon grand-père Walter a construite avant ma naissance. La corde s'effiloche, mais elle tient encore. Mon père porte un sac de sport jusqu'à son camion. Bleu marine. Je me souviens de la couleur, parce que je lui ai demandé s'il partait faire du camping. Je serai de retour d'ici vendredi, Nat, dit-il. Il s'accroupit, prend mon visage à 2 mains, et m'embrasse sur le front. Le vendredi arrive. Le vendredi passe. Il s'installe dans un appartement, à 40 minutes à l'est, de l'autre côté de la limite du comté. Assez près pour pouvoir conduire, assez loin pour avoir une excuse de ne pas venir. Ma mère ne pleure pas devant moi. Elle met sa tenue d'infirmière, conduit jusqu'à l'hôpital pour son service de nuit, et rentre à 6 heures du matin, avec des cernes sous les yeux si sombres, qu'ils ont l'air d'avoir été peints. Mais je l'entends, à travers le mur de la chambre, chaque nuit, pendant 2 semaines. Le son est faible, étouffé, comme si elle pressait son visage dans un oreiller pour que je ne sache rien. Mais je sais. Grand-mère Ruth emménage la même semaine. Elle apporte sa poêle en fonte, ses lunettes de lecture, et une couverture qu'elle a fabriquée à partir des vieilles chemises en flanelle de mon grand-père. Elle prépare le dîner, plie le linge, me conduit à l'école. Elle ne dit pas grand-chose sur mon père, à part ceci, ton papa t'aime, mon bébé. Il a juste oublié comment le montrer. Je la crois. À 6 ans, vous croyez les grands-mères de la même manière que vous croyez à la gravité. Sans poser de questions, sans demander de preuves. Je ne connaissais pas le nom de la femme qui a tout changé. Pas encore. Mais j'allais l'apprendre bien assez tôt. Son nom est Diane Caldwell. Elle devient Diane Caldwell Meyers, un samedi d'octobre, quand j'ai 7 ans et demi. Le mariage est intime. Dans l'arrière-cour de la maison de ses parents, du bon côté de la ville, le côté avec les boîtes aux lettres en briques, et les camions d'entretien des pelouses garés devant chaque mardi. Je porte une robe jaune, que ma mère a choisie. Ma mère ne vient pas. Elle me dépose au bout de l'allée, et dit, « Amuse-toi bien, ma chérie. Je viendrai te chercher à 20 heures. » Diane me sourit pendant la cérémonie. Elle me prend la main, juste après, et se penche pour être à ma hauteur. Nous allons être une famille maintenant, Nathalie. Son parfum sent le gardénia. Sa poigne est ferme. J'ai envie de l'aimer. J'essaie. Ce soir-là, après le gâteau, les toasts, et les cierges magiques, je suis assise sur les marches du porche, attendant les phares de la voiture de ma mère. La porte moustiquaire est entr'ouverte, et j'entends la voix de Diane, venant de la cuisine. Elle peut rendre visite à Greg, mais pas tous les week-ends. Nous avons besoin de notre propre espace. C'est ma fille, Diane. Et je suis ta femme. Nous construisons quelque chose de nouveau, ici. Linda s'occupe d'elle. La petite va bien. La petite, pas Nathalie. La petite? Mon père marmonne quelque chose que je ne peux pas entendre. Une voix basse, celle qu'il utilise quand il ne veut pas se battre. Puis, plus rien. Juste le cliquetis de la vaisselle. Après cette nuit-là, les visites commencent à diminuer. Chaque week-end devient un week-end sur 2. Un week-end sur 2 devient une fois par mois. Une fois par mois devient quand ça s'arrange.
Et ça ne s'arrange presque jamais. Diane ne dit jamais, ne l'amène pas. Elle dit, concentrons-nous sur nous. Elle dit, Linda gère la situation. Elle dit, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tout le monde, sauf moi. Voici à quoi ressemblent 12 ans de promesses brisées, quand vous les écrivez. Je commence à tenir un carnet, quand j'ai 8 ans. C'est un cahier d'écolier acheté au magasin à 1 euro, avec une couverture marbrée noire et blanche. Je n'écris pas dedans parce que je suis en colère. J'écris dedans parce que j'ai besoin de preuves. La preuve que je n'imagine pas les choses. La preuve que les promesses sont réelles, que les annulations sont réelles, et que le silence qui suit est réel. Page 1. Papa a dit qu'il viendrait à mon récital de piano. 12 mars. Il n'est pas venu. Page 4. Papa a dit qu'il viendrait me chercher pour le réveillon de Noël. 24 décembre, il a appelé à 15 heures. Un imprévu. Page 9. Papa a dit qu'il appellerait tous les mercredis. A appelé pendant 3 semaines, puis a arrêté. Page 14. Papa a dit qu'il m'emmènerait pêcher au lac Cédar, comme le faisait grand-père Walter. Samedi 8 juin. Il a envoyé un texto à 7 heures du matin. Diane ne se sent pas bien. On remet ça à plus tard. On remet ça à plus tard. C'est son expression préférée. Les reports n'expirent jamais, dans son monde. Ils s'empilent, jusqu'à ce qu'aucun de nous n'en parle plus. La pension alimentaire, elle, arrive le 1er de chaque mois. 743 €, en dépôt direct. Jamais en retard. Mon père s'accroche à ce chiffre, comme à une bouée de sauvetage. Je le sais, parce que la seule fois où l'ami de ma mère lui a demandé pourquoi il avait raté ma pièce de théâtre à l'école, il a répondu, je prends soin d'elle. Vérifiez les relevés bancaires. L'argent, au lieu des cadeaux. C'est sa façon de calculer. Grand-mère Ruth me regarde remplir le carnet, un soir. Elle ne le lit pas. Elle me regarde simplement, par-dessus ses lunettes de lecture, et demande, tu tiens les comptes, mon bébé? Je garde une trace, je réponds. Elle hoche la tête. Bien. Une femme devrait toujours savoir exactement où elle en est. Je ne savais pas, à l'époque, que ce carnet, ce cahier froissé et taché de café, serait la dernière chose dont j'aurais besoin, avant de prendre la décision qui allait changer mon nom, et ma vie. J'ai 12 ans la dernière fois que je mange le repas de Thanksgiving chez mon père. C'est Diane qui reçoit. Elle est douée pour recevoir. La table est dressée avec des serviettes en tissu. Il y a des marque-places calligraphiées, et la dinde est dorée, prête pour Instagram. Ses amis sont là, ses parents, et un couple de leur église. Quand j'entre, Diane me présente à une femme que je n'ai jamais rencontrée. C'est la fille de Greg, dit-elle. Pause. D'avant. Pas Nathalie. Pas ma belle-fille. La fille de Greg, d'avant. Comme si j'étais un meuble, laissé par un ancien locataire. La femme sourit poliment, et passe à autre chose. À table, il n'y a pas de marque-place pour moi. 14 chaises, 14 cartes, 14 noms, écrits avec la calligraphie soignée de Diane. Pas le mien. Je tire une chaise pliante du garage, et je la coince entre mon père et le mur. Mon assiette dépasse à moitié de la table. Mon père s'en aperçoit. Sa mâchoire se crispe. Il ouvre la bouche. Diane, on pourrait peut-être. Tout va bien, Greg. Elle ne lève pas les yeux de sa sauce au canneberge. Elle s'en fiche. Je mange. Je vide mon assiette. Je lave mes couverts. Ensuite, je vais dans le couloir, et j'appelle grand-mère Ruth. Viens me chercher, grand-mère. Elle ne demande pas pourquoi. Elle dit juste, 15 minutes, mon bébé. Dans la voiture, Ruth ne pose pas de questions. Elle conduit avec une main sur le volant, et l'autre sur la mienne. Nous nous arrêtons au petit restaurant sur la route 9, et nous partageons une part de tarte à la citrouille. La serveuse m'appelle, ma chérie, et remplit la tasse de café de Ruth 2 fois. Tu n'as pas à mériter une place à la table de qui que ce soit, Nathalie, dit Ruth, entre deux bouchées. Tu en as déjà une, à la nôtre. Ce Thanksgiving fut la dernière fois que j'ai mis les pieds chez Diane, pour les fêtes. Je n'ai pas fait d'annonce.
J'ai juste arrêté d'y aller. L'année de mes 14 ans, mon père oublie mon anniversaire. Pas oublier de la façon dont les gens oublient d'acheter du lait. Oublier de la façon dont vous oubliez le nom de quelqu'un que vous connaissiez, complètement, avec désinvolture, sans réaliser que c'est arrivé, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vous le fasse remarquer. Le 28 juillet arrive, et passe. Pas d'appel, pas de carte, pas de texto, rien. Le 31 juillet, avec 3 jours de retard, mon téléphone vibre. Un texto de papa. Désolé, Nat. Semaine de fou. Joyeux anniversaire en retard. En retard. Comme si j'étais une collègue qu'il connaissait à peine. Ce même mois, je trouve les photos. Diane les poste sur Facebook. Un album intitulé « Notre petite famille ». Greg, Diane, et leurs amis à un barbecue. Greg et Diane à un gala de charité. Greg tenant le bébé d'un voisin, tout sourire. 12 photos. Je les fais défiler, une par une. Je ne suis sur aucune d'entre elles. Pas une seule. Notre petite famille. Notre. Je m'assois sur mon lit, et je regarde le mot Meyers sur ma carte d'identité scolaire. Nathalie Meyers. Je le prononce à voix haute, et j'écoute, pour ressentir quelque chose. Une reconnaissance, une appartenance, de la fierté, n'importe quoi. Tout ce que j'entends, c'est le nom d'un homme qui a oublié mon anniversaire, et qui ne s'en est pas rendu compte pendant 3 jours. Grand-mère Ruth me trouve sur le porche, ce soir-là, ma carte d'identité à la main. Qu'est-ce que tu regardes? Mon nom de famille. Elle s'assoit à côté de moi. Elle ne me brusque pas. Ruth, je demande, est-ce que ton nom de famille te semble lourd, parfois? Elle y réfléchit. Y réfléchit vraiment. Puis, un nom n'est lourd que de la personne qui te l'a donné, mon bébé. Si la personne l'a rendu léger, avec de l'amour, avec de la présence, alors tu le portes facilement. S'ils ne l'ont pas fait. Elle hausse les épaules. Alors, c'est juste un poids. Chaque fois que quelqu'un m'a appelé Nathalie Meyers, après cette nuit-là, je l'ai ressenti. Le poids. Le texto arrive un mardi après-midi, en novembre. J'ai 16 ans, je travaille à la caisse de la librairie de Madame Peton, après l'école. Mon téléphone s'allume sur le comptoir. Papa, tu as un frère, maintenant. Thomas Gregory Meyers, 3,2 kilos. La maman et le bébé vont très bien. La maman et le bébé. Il veut dire Diane et le bébé. La maman. Je fixe l'écran assez longtemps, pour que Madame Peton s'en aperçoive. Tout va bien, Nathalie? Ça va, je réponds. Des trucs de famille. Je supprime le texto, et je retourne ranger les livres de poche. Ce week-end-là, Diane appelle Ruth. Pas Linda, pas moi, mais Ruth, pour annoncer la nouvelle correctement. Ruth écoute, la félicite, et raccroche. Puis, elle s'assoit en face de moi, à la table de la cuisine. Diane a appelé Tommy leur premier enfant, Nathalie. Elle a utilisé le mot premier. Je laisse l'information faire son chemin. Premier. Comme si j'avais été un brouillon. Comme si les 12 années avant Tommy étaient un coup d'essai, qui ne comptait pas. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent, grand-mère. Ils peuvent. Mais tu étais là en premier, et rien ne change ça. Je ne rends pas visite au bébé. Je ne suis pas invité à l'hôpital. Mon père ne me demande pas si je veux rencontrer mon demi-frère. Il envoie un texto, et passe à autre chose, de la même manière qu'il passe à autre chose pour tout ce qui me concerne. Rapidement, proprement, sans regarder en arrière. Cette nuit-là, j'ouvre mon ordinateur, et je tape quelques mots dans une barre de recherche. Comment changer légalement de nom à 18 ans? Je ne suis pas en colère. Je suis juste curieuse. De la même façon que vous êtes curieux de trouver une sortie, quand une pièce commence à vous sembler trop petite. Je lis les résultats. Je note les frais de dossier. Je ferme l'onglet. Puis, j'ouvre mon carnet, celui à 1 euro, page 36, et j'écris « Frais de justice de 200 €. J'ai besoin de 8 services à la librairie. Je veux faire une pause ici, un instant. Si vous avez déjà regardé une photo de famille, et réalisé que vous n'y étiez pas, non pas parce que vous étiez derrière l'appareil photo,
mais parce que personne n'a pensé à vous inclure, alors vous savez exactement ce que l'on ressent. Laissez un commentaire, et dites-moi si vous avez déjà vécu ça. Et si cette histoire vous parle, cliquez sur le bouton d'abonnement, car ce qui se passe à ma remise des diplômes est quelque chose à laquelle je pense encore, chaque jour. 2 mois avant la remise des diplômes, je décroche le téléphone, et j'appelle mon père. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la dernière étincelle de cette petite flamme stupide que je porte depuis que j'ai 6 ans. Celle qui murmure, peut-être cette fois. Peut-être que je veux juste en avoir le cœur net. Il répond à la 3e sonnerie. Il y a une télé allumée, en fond sonore. J'entends Tommy babiller. Papa, la remise des diplômes est le 14 juin. J'y serai, Nat. Sa voix est facile, automatique, comme s'il acceptait d'acheter du lait sur le chemin du retour. Tu avais dit ça pour le récital. Pause. La télé baisse de volume. C'est différent. Je te le promets. D'accord. Je raccroche, et je pose le téléphone sur mon bureau, face vers le bas. Je ne me sens pas pleine d'espoir. Je ne me sens pas triste. Je ressens le même calme plat, que j'ai appris à porter, quand il s'agit de mon père. Le calme de quelqu'un à qui l'on a remis un ticket de loterie, en sachant déjà qu'il est perdant, mais qu'il achète quand même, parce que cela coûte moins cher que d'espérer. En bas, ma mère prépare son sac pour son service de nuit. Elle s'arrête dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il a dit qu'il viendrait. Il a dit beaucoup de choses. Elle hoche la tête, lentement, et ferme la fermeture éclair de son sac. Elle n'insiste pas. Elle a passé 12 ans à ne pas insister, à ne pas dire du mal de Greg, à ne pas empoisonner le puits, juste à être silencieusement les 2 parents, pendant qu'il était quelque part ailleurs, à n'être aucun des 2. J'ai arrêté de croire aux promesses de mon père, à peu près au même moment où j'ai arrêté de croire à la petite souris. La différence, c'est que la petite souris laissait au moins quelque chose, sous mon oreiller. Cette nuit-là, j'ouvre le carnet. Page 41. 14 juin. Remise des diplômes. Papa dit qu'il sera là. Je laisse la ligne d'en dessous vide. Je la remplirai après. Le jour de la remise des diplômes. Le 14 juin. Le terrain de football du lycée de Ridgewater. Des gradins installés en rangée, des chaises pliantes sur la ligne des 50 yards pour les terminales. Le ciel est de ce bleu délavé du Missouri, qui donne l'impression que quelqu'un l'a laissé trop longtemps au soleil. Je suis dans ma toge et mon mortier, bleu roi, pompon doré, assise dans la 3e rangée de la section des terminales, par ordre alphabétique du nom de famille. M pour Meyers. Plus pour très longtemps. Je balaie les gradins du regard. Grand-mère Ruth est dans la 5e rangée, portant son chapeau du dimanche. Ma mère est à côté d'elle, en tenue d'infirmière. Elle a échangé son service avec une collègue, pour être ici. Ruth tamponne déjà ses yeux avec un mouchoir, et la cérémonie n'a même pas commencé. Puis, je le vois, mon père. 4e rangée, tout à gauche. Il porte une chemise boutonnée que je n'ai jamais vue. Ses cheveux sont plus courts que la dernière fois qu'il est venu. Ma poitrine fait quelque chose auquel je ne m'attends pas. Un serrement. Une douleur qui ressemble à un mélange de soulagement et de chagrin, emmêlé dans un nœud que je ne peux pas défaire. Puis, je vois qui est assise à côté de lui. Diane. Les cheveux bruchés, des lunettes de soleil remontées sur la tête comme un serre-tête. Tommy sur sa hanche, qui s'agite dans un petit polo. Elle sourit, faisant un signe de la main à quelqu'un, 2 rangées plus bas, en se donnant en spectacle. Mon père n'est pas venu seul. Il a amené toute la production. Je me retourne vers la scène. Le directeur de l'académie tapote le microphone. Un sifflement de Larsen traverse le terrain. Un gamin derrière moi rigole. Je prends une grande inspiration. Je me dis, il est venu. C'est déjà ça. Mais il l'a amené, elle. C'est le problème tout entier. Quoi qu'il se passe sur cette scène, peu importe à quoi ressemblera mon nom quand ils l'appelleront dans les haut-parleurs, c'est déjà un adieu. Je ne l'ai simplement pas encore dit à voix haute. Nathalie Ann Meyers. Le nom sort des haut-parleurs, comme tous les autres noms. Rapide, rodé, passant au suivant avant que les applaudissements ne s'éteignent, mais j'entends chaque syllabe.
Je me lève, lisse ma toge, et marche vers la scène. Dans le top 10% de la classe. Le proviseur me serre la main. Le doyen me tend la pochette du diplôme. Je la serre, je souris pour l'appareil photo que je ne vois pas, et je regarde la foule. Ruth est debout, les deux mains jointes sur sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Ma mère est à côté d'elle, applaudissant fort, son badge de l'hôpital toujours accroché à sa blouse. Et de l'autre côté de l'allée, mon père. Il est debout, lui aussi. Les mains jointes, applaudissant lentement, les yeux fixés sur moi. C'est ça, la chose qui me détruit. Il est debout. Pour la première fois en 12 ans, mon père se lève à cause de moi. Pour moi. Je descends les marches de la scène, et mon cerveau commence à faire cette chose que je déteste. La chose que j'ai passé des années à essayer d'arrêter. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que cette fois, c'est différent. Peut-être qu'il est enfin. J'atteins la pelouse, et il est là. Il s'avance, ouvre les bras, et me serre contre lui. C'est maladroit. Un bras raide, l'autre trop serré, comme s'il s'était entraîné devant le miroir, mais que la mémoire musculaire avait disparu. Je suis fier de toi, Nat. Les mots que je voulais entendre depuis que j'ai 6 ans. Il frappe ma poitrine comme un poing. Je ferme les yeux. Je respire son odeur. De l'après-rasage, du café, et quelque chose d'inconnu, peut-être la lessive de Diane. Je m'autorise à profiter de ça, pendant 3 secondes. 5. Je laisse les mots s'installer. Puis, Diane ouvre la bouche. Une femme de notre église, Madame Langlais, celle qui organise les ventes de gâteaux, s'approche avec un grand sourire. Diane, vous devez être si fière d'elle. Diane réajuste Tommy sur sa hanche. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Oh, je ne suis pas sa mère. Greg a un passé. Madame Langlais cligne des yeux, me regarde, puis regarde Diane. L'air autour de nous se modifie. Je le sens. La façon dont le son s'amincit, juste avant une tempête. La façon dont les insectes se taisent. Diane tourne légèrement la tête, juste assez pour s'assurer que le groupe de parents derrière elle puisse entendre. Et elle le dit. Tu n'as jamais vraiment été sa fille, de toute façon. 8 mots, prononcés de la même manière que quelqu'un ferait un commentaire sur la météo. Avec désinvolture, avec habitude, comme si elle avait gardé cette réplique pour le bon public. Personne ne parle. 3 secondes de silence. Un vrai silence. Le genre de silence qui engloutit tout. J'entends le vent faire claquer le drapeau près des poteaux de but. J'entends le Larsen du microphone sur la scène. J'entends Tommy chouiner. Je regarde mon père. Il regarde le sol. C'est tout. Aucune correction. Aucun « arrête, Diane ». Aucune défense. Juste ses yeux qui tombent sur l'herbe, comme un homme qui a décidé que ce combat ne valait pas la peine d'être mené. La même décision qu'il a prise depuis 12 ans. Ruth est déjà à mes côtés. Je sens sa main sur mon coude, ferme, chaleureuse. La poigne d'une femme qui m'a soutenu plus souvent que la gravité elle-même. Rentrons à la maison, ma chérie. Je hoche la tête. Je ne pleure pas. Je ne me dispute pas. Je ne regarde ni Diane, ni mon père, ni Madame Langlais, ni personne. J'ai attendu 12 ans que mon père me choisisse. Il a finalement eu l'occasion de le faire, juste là, devant tout le monde, et il a choisi le silence. Le silence a été sa réponse. Et je l'ai finalement accepté. Cette nuit-là, je suis assise sous le porche arrière de grand-mère Ruth. Les grillons, les lucioles qui clignotent au-dessus de la ligne d'arbres. L'odeur du chèvrefeuille et de l'herbe coupée, le genre de calme que seules les petites villes et les grands chagrins peuvent créer. Ruth sort avec 2 verres de thé glacé, et s'installe dans le fauteuil à bascule, à côté de moi. Elle ne pose pas de questions sur la remise des diplômes. Elle ne mentionne pas Diane. Elle s'assoit simplement, se balance, et attend que je sois prête. Parle-moi de grand-père Walter, je lui demande. Elle sourit. Le genre de sourire qui vit dans les souvenirs, pas dans le moment présent. C'était un charpentier. Il a construit cette maison de ses propres mains, avant la naissance de ta mère. Il a coupé chaque planche, planté chaque clou, ça lui a pris 14 mois.
et le nom Ashford, en vieil anglais, signifie un gué près des frênes, un lieu de passage. Elle boit une gorgée de son thé. Ton grand-père aimait bien ça. Il disait, un passage, c'est là où on laisse une chose derrière soi, pour entrer dans quelque chose de nouveau. Je tourne le mot dans ma bouche. Ashford. Cela sonne comme des racines, comme quelque chose de construit, pas d'emprunté. Grand-mère, je peux te demander quelque chose? Toujours. Si le nom de quelqu'un ne lui ressemble plus, est-ce mal de s'en détacher? Ruth arrête de se balancer. Elle me regarde, sans surprise, sans pitié, mais avec reconnaissance, comme si elle avait attendu cette question depuis plus longtemps que je ne suis en vie. Un nom devrait ressembler à un foyer, Nathalie. Si ce n'est pas le cas, tu as tout à fait le droit d'en trouver un qui le soit. Elle ne dit pas, laisse tomber le nom de ton père. Elle ne dit pas, prends le nôtre. Elle ouvre simplement une porte, et me laisse voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je regarde les lucioles. Quelque part dans l'obscurité, les frênes de Walter Ashford sont toujours debout. Le lendemain matin, je m'assois à mon bureau, et j'ouvre mon ordinateur. La barre de recherche clignote. Je tape « Comment changer légalement de nom à 18 ans dans le Missouri ». Cette fois, je ne ferme pas l'onglet. La procédure est simple. Déposer une requête au tribunal d'instance. Payer les frais de dépôt, 150 € dans notre comté. Attendre 4 à 6 semaines pour une date d'audience. Comparaître devant un juge. S'il n'y a pas d'objection, ni de raison légale de la refuser, le juge signe l'ordonnance. Après cela, mettre à jour la sécurité sociale, le permis de conduire, les dossiers scolaires. Nouveau nom, nouveau document, tout est nouveau. L'autorisation de personne n'est requise. À 18 ans, c'est ma décision, et la mienne seule. J'ouvre mon application bancaire. 312,47 €. Chaque euro gagné à la librairie de Madame Peton. 9,50 € de l'heure. À ranger des livres de poche, et à tenir la caisse après l'école. Assez pour les frais de dossier, la mise à jour des documents, et un petit reste. Je fais le calcul. Mon anniversaire est le 28 juillet. Si je dépose la requête la semaine de mon anniversaire, l'audience devrait tomber vers le début du mois de septembre, avant la rentrée de l'université communautaire. J'entrerai dans ma première classe, avec mon nouveau nom. Je prends un stylo, et j'ouvre le carnet. Page 43. Sous la longue liste de promesses brisées et de visites annulées, j'écris 2 mots, en lettres majuscules soignées. Nouveau nom, Nathalie Ashford. Je le regarde. Je le prononce doucement, pour moi-même. Cela ne ressemble pas à une vengeance. Cela ne ressemble pas à de la colère. Cela ressemble au nom de quelqu'un qui a choisi son propre passage. Je ferme le carnet. Entre les pages, il y a un bout de papier vierge plié, le genre que l'on détache d'un bloc-notes jaune. Je ne sais pas encore ce que je vais écrire dessus, mais je sais que ce sera court. Certaines choses n'ont besoin que de quelques mots. 2 semaines après la remise des diplômes, mon téléphone sonne. Papa. Je le laisse presque aller sur la messagerie vocale. Presque. Mais il y a ce fil tenace, plus fin que de la soie d'araignée. Assez fort pour m'obliger à glisser le doigt sur l'écran. Nat, à propos de ce que Diane a dit. Laquelle de fois? Silence. Je l'entends respirer lourdement, comme un homme qui porte quelque chose qu'il ne sait pas comment poser. Elle ne le pensait pas. Papa, elle le pense depuis 12 ans. Je vais lui parler. Je vais. Tu dis ça depuis que j'ai 7 ans. Une autre pause. Je peux l'imaginer debout dans sa cuisine, une main sur le comptoir, les yeux fermés. La même posture qu'il adopte quand le monde lui demande quelque chose, et qu'il préférerait être n'importe où ailleurs. Je suis désolé, Nat. Je sais que tu le es. C'est bien ça le problème. Il laisse la phrase en suspens. Je pense qu'il veut demander ce que je veux dire, mais il ne le fait pas. Une partie de lui le sait déjà, et c'est la partie qu'il évite, depuis le jour où il a fait ce sac de sport. Laisse-moi te voir, dit-il. Juste nous. Sans Diane. Je viendrai te voir ce samedi. D'accord, papa. Le samedi arrive, à 10 h. Un texto. Diane ne se sent pas bien.
Est-ce qu'on peut reporter? Je lis le texto une fois. Je pose le téléphone sur ma table de nuit. Je descends, je mange les crêpes que ma mère a préparées, et je conduis jusqu'à la librairie, pour mon service de l'après-midi. Page 44. Papa a encore annulé. Diane ne se sent pas bien. C'est la dernière entrée du carnet. Non pas parce que j'ai arrêté de tenir les comptes, mais parce qu'il n'y a plus rien à compter. La ligne entre l'espoir et la reconnaissance des schémas répétitifs s'est finalement rompue. Et pour la première fois en 12 ans, je me tiens du bon côté de cette ligne. Mon père était à court de promesses, et j'étais à court de patience pour y croire. Le mois de juillet à Ridgewater est lourd. L'air, l'humidité, les commérages. Je passe la plus grande partie de mon temps à l'intérieur de la librairie de Madame Peton, où la climatisation fait un bruit de moteur mourant, mais où les étagères sentent le vieux papier et les possibles. Je prends des heures supplémentaires, et plus seulement pour les frais de justice. J'ai obtenu une bourse partielle pour l'université communautaire de Ridgewater, mais les livres et les fournitures ne sont pas couverts. Chaque heure passée à la caisse est un nouveau manuel scolaire, un autre semestre sans rien devoir à personne. Madame Peton me regarde organiser le présentoir de lecture d'été, un après-midi. Elle a 72 ans, porte des lunettes à double foyer sur une chaîne perlée, et n'a jamais posé une seule question dont elle ne connaît pas déjà la réponse. Tu économises pour quelque chose de spécifique, Nathalie. Pas une question, une affirmation. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Elle hoche la tête, fait glisser une pile de retour sur le comptoir, et en reste là. C'est ce que j'aime chez Madame Peton. Elle comprend que certaines conversations ne sont pas encore terminées. Les mardis et jeudis, je l'aide à animer le programme de lecture d'été pour les enfants du primaire. Je m'assois en tailleur sur le tapis, et je lis des livres d'images à des enfants de 7 ans, qui croient encore aux fins heureuses, et aux pères qui rentrent à la maison quand ils le promettent. Une petite fille, Maddy, avec des couettes et des dents manquantes, m'apporte un dessin au crayon de sa famille, chaque semaine. Maman, papa, Maddy, et un chien nommé Biscuit, se tenant tous par la main, souriant tous. Je scotche chaque dessin sur le tableau d'affichage, et je fais semblant de croire que l'oppression dans ma poitrine n'est due qu'à la chaleur. À la maison, ma mère remarque les heures supplémentaires. Elle me le demande pendant le dîner, l'air de rien, en remuant son thé glacé. Tu travailles plus que d'habitude. Je te le dirai bientôt, maman. J'ai juste besoin d'en être sûr d'abord. Elle me regarde, hoche la tête, me fait suffisamment confiance pour ne pas insister. Le coup de téléphone vient de Madame Langlais. La même Madame Langlais de la remise des diplômes, l'organisatrice des ventes de gâteaux, la femme qui a regardé Diane prononcer la phrase qui a brisé ma vie en deux. Nathalie, je ne veux pas semer la zizanie, mais j'ai pensé que tu devrais savoir. Elle me raconte qu'elle était chez Diane, pour un groupe d'études bibliques. Dans le couloir, il y a un mur de photos encadrées. Le mur de la famille, comme l'appelle Diane. Madame Langlais l'avait déjà vu. Le mariage de Greg et Diane, les fêtes, la séance photo de naissance de Tommy. Mais il y avait autrefois une photo, vers le bas. Greg tenant une petite fille avec des couettes ébouriffées. Moi, à 4 ans, assise sur ses genoux à une foire de comté, une barbe à papa dans une main. Cette photo a disparu maintenant. Remplacée par un portrait en studio de Greg, Diane, et Tommy. Des tenues assorties, un fond blanc, le genre de photo qui crie « Voici la vraie famille ». Elle a dit qu'elle avait mis le mur à jour, m'explique Madame Langlais. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Je la remercie. Je raccroche. Je m'assois sur le bord de mon lit, pendant un long moment. Elle n'a pas seulement enlevé une photo. Elle a enlevé la preuve que j'avais un jour fait partie de sa vie. Elle m'a effacé de la famille, comme une faute de frappe. Corrigée, supprimée, écrasée par quelque chose qu'elle préférait. Je n'appelle pas mon père. Je ne demande pas pourquoi. Je sais déjà pourquoi. Diane avait besoin d'une histoire propre, et j'étais la tâche. J'ouvre le carnet. Je lis chaque page. 8 ans de promesses brisées, écrites de ma propre main, passant des petites lettres rondes d'enfant, à l'écriture serrée et nette que j'utilise maintenant. Je lis la dernière page. Nouveau nom, Nathalie Ashford. Je ferme le carnet, je le pose sur mon bureau, et je prononce un seul mot à voix haute, d'accord. Le 28 juillet, pour mon 18e anniversaire.
La lumière du matin traverse la fenêtre de la cuisine. Ma mère a préparé un gâteau au citron, mon préféré depuis que j'ai 9 ans. Grand-mère Ruth apporte des tournesols de son jardin, encore humides de rosée, enveloppés dans du papier journal. Joyeux anniversaire, mon bébé, dit Ruth, en m'embrassant sur le front. 18 ans. Ton grand-père t'aurait fabriqué une chaise à bascule. Nous mangeons du gâteau pour le petit déjeuner, parce qu'il n'y a pas de règle le jour des anniversaires. Ma mère chante faux. Ruth fredonne avec elle. La cuisine est chaude et jaune, et elle sent le sucre, le beurre, et la maison. À 9h47, mon téléphone vibre. Papa, joyeux anniversaire, Nat. 3 mots. Pas d'appel, pas de carte, aucune mention de vouloir me voir. Juste un texto, qui demande moins d'effort que de commander un café. Je pose le téléphone face contre le comptoir. Ma mère le voit. Elle ne fait aucun commentaire. Après le petit déjeuner, j'assois ma mère et Ruth, à la table de la cuisine. Mes mains sont calmes. Ma voix est claire. Je veux changer mon nom de famille pour Ashford. La cuisine devient silencieuse. La main de Ruth trouve la mienne, à travers la table. Ma mère ne parle pas tout de suite. Elle me regarde de la même manière qu'elle regarde des radiographies, au travail. Soigneusement, minutieusement, à la recherche de fractures. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux, Nathalie? Pas ce que ta colère veut. Je ne suis pas en colère, maman. J'ai juste fini d'attendre. Elle soutient mon regard, me sondant. Quoi qu'elle y trouve, cela doit lui suffire, car ses épaules retombent, et elle hoche la tête. Lentement, avec certitude. Alors, c'est ta décision. Ruth me serre la main. Ses yeux brillent. Je vais te conduire au tribunal. Je repousse ma chaise. Le gâteau est à moitié mangé. Les tournesols penchent vers la fenêtre. Mon téléphone est posé face contre le comptoir, portant toujours les 3 mots de mon père. Je le laisse là. Le tribunal d'instance du comté de Ridgewater est un bâtiment en calcaire de 2 étages, avec un mât de drapeau devant, et des taches d'eau qui coulent le long des colonnes, comme de vieilles larmes. Ruth gare sa Buick sur le parking latéral, coupe le moteur, et se tourne vers moi. Prête? Prête. Je porte une chemise blanche boutonnée. Celle que ma mère a repassée ce matin-là, sans que je le lui demande, en pressant chaque pli pour le rendre plat, comme si elle scellait une enveloppe. Je ne sais pas pourquoi la chemise a de l'importance, mais c'est le cas. Elle me sert d'armure. À l'intérieur, le bureau du greffier sent l'encre et la cire pour le sol. Une femme derrière le comptoir, avec des lunettes de lecture et un tour de cou, lève les yeux à mon approche. J'aimerais déposer une requête pour un changement légal de nom. Elle me tend un formulaire. 4 pages. Je le remplis au comptoir. D'une écriture ferme et lisible. Nom légal actuel, Nathalie Ann Meyers. Nom légal demandé, je fais une pause. Je pense à Walter. Je pense à Ruth. Je pense aux frênes, et au lieu de passage. Nathalie Ruth Ashford. L'ajout du 2e prénom est une décision que je prends juste là, debout à ce comptoir. Ruth ne le sait pas encore. La greffière examine le formulaire. Motif du changement de nom? Personnel. J'aimerais porter le nom de famille de ma mère. Elle hoche la tête. Pas de jugement. Pas de question. Les frais de dossier sont de 150 €. Je sors une enveloppe blanche de mon sac à main. À l'intérieur, 15 billets de 10 €, comptés 3 fois sur mon bureau, la nuit dernière. Je les fais glisser sur le comptoir. L'audience sera programmée d'ici 4 à 6 semaines. Vous recevrez une convocation par la poste. Je sors dans le couloir. Ruth est assise sur un banc en bois, son sac sur les genoux, les chevilles croisées. C'est fait? Demande-t-elle. C'est déposé. Elle se lève, passe ses bras autour de moi, et me serre fort. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en a pas besoin. 3 semaines plus tard, la convocation arrive par la poste. Date de l'audience, 8 septembre. Je plie l'avis, je le glisse dans le carnet, et je continue mon service à la librairie. Il faut exactement 4 jours, pour que la machine de la petite ville fasse son travail.
quelqu'un au tribunal connaît quelqu'un, qui connaît Greg. C'est comme ça que ça se passe, à Ridgewater. L'information voyage plus vite que la lumière, et 2 fois plus loin. Mon téléphone sonne, un jeudi soir. Papa. Sa voix semble différente, plus aiguë, plus tendue. Le ton d'un homme à qui l'on vient d'annoncer une nouvelle à laquelle il n'était pas préparé. Nat, quelqu'un au tribunal m'a dit que tu avais déposé des papiers. Qu'est-ce qui se passe? Je change mon nom de famille, papa. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux. J'ai 18 ans. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que ce n'est plus le mien, depuis très longtemps. Je l'entends déglutir. En fond sonore, la voix de Diane, tranchante, demandant « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il couvre le téléphone avec sa paume, mais je l'entends quand même, étouffé, déformé. Le son d'un homme tiraillé dans 2 directions, et qui choisit toujours la solution de facilité. Nathalie, s'il te plaît, laisse-moi réparer ça. Tu as eu 12 ans pour réparer ça. Diane ne voulait pas dire. Arrête. Le mot tombe comme une porte qui se ferme. Il se tait. Je peux l'entendre respirer par le nez. Le son de quelqu'un qui n'a plus d'arguments, mais qui n'est pas prêt à arrêter de parler. Je t'aime, Nat. Je sais. Au revoir, papa. Je raccroche. Mes mains ne tremblent pas. Ma voix n'a pas craqué. Je ressens le même calme clair et plat que j'ai ressenti le jour où j'ai déposé le dossier. Le calme de quelqu'un qui a déjà traversé la rivière, et qui ne regarde pas en arrière. Il appelle encore 4 fois, cette semaine-là. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire, que 150 € et une date d'audience n'est pas déjà dit pour moi. Donc, mon père l'a découvert, et je pouvais l'entendre dans sa voix. Pas de la culpabilité. Pas encore. De la peur. La peur de ce que les gens allaient dire. La peur de l'histoire que toute la ville allait reconstituer, une fois qu'il verrait le nom Nathalie Meyers disparaître des registres. Si vous pensez qu'il aurait dû ressentir de la culpabilité au lieu de la peur, laissez un commentaire. Et si vous avez regardé jusqu'ici, merci. Le jour de l'audience approche, et j'ai besoin que vous voyiez ce qui s'est passé, à l'intérieur de ce tribunal. Diane ne perd pas de temps. Dans les jours qui suivent l'appel téléphonique de Greg, elle lance sa campagne. Pas bruyamment. Diane ne travaille jamais bruyamment. Elle travaille par le biais de murmures, de chaînes téléphoniques, et de commentaires soigneusement placés, aux bonnes tables. Ma mère me raconte l'appel. La voix de Linda est plate, le ton qu'elle utilise quand elle est en colère, mais trop disciplinée pour le laisser paraître. Diane m'a appelé au travail. Que voulait-elle? Elle a dit, vous humiliez son mari. Et qu'est-ce que tu as répondu? Linda s'appuie contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. J'ai répondu que son mari avait humilié sa fille, pendant 12 ans. Je souris presque. Elle a dit, vous êtes ingrate qu'ils aient payé la pension alimentaire. Et je lui ai dit que la pension alimentaire, ce n'est pas être parent. Diane ne s'arrête pas à Linda. Elle appelle 2 femmes de son groupe biblique, le cousin de Greg à Springfield, et un voisin. L'histoire qu'elle raconte est cohérente, polie, et complètement remaniée. Nathalie fait ça pour punir Greg, pour attirer l'attention, pour blesser la famille pendant une période vulnérable avec un nouveau bébé, alors que Greg fait des heures supplémentaires. Certaines personnes hochent la tête, pour acquiescer. Des gens qui connaissent Diane, qui se sont assis à sa table pour Thanksgiving, et qui ont admiré ses marque-places calligraphiées. Mais d'autres, ceux qui étaient à la remise des diplômes, ceux qui ont entendu les 8 mots, eux ne hochent pas la tête. Madame Peton, à la librairie, pose ses lunettes à double foyer et dit, cette femme a dit ce qu'elle a dit, et maintenant, elle réécrit le scénario. Mon ancien professeur d'histoire, Monsieur Donovan, m'envoie un email, fier de toi, Nathalie. Je l'ai toujours été. Le contre-récit de Diane a une faille fatale. La remise des diplômes s'est déroulée en public. Les témoins se souviennent. Les histoires restent. Et dans une ville comme Ridgewater, la vérité ne reste pas enterrée, simplement parce que quelqu'un avec du beau papier à lettres essaie de la dissimuler. Le 8 septembre. Le matin est frais, pour le Missouri. Le premier soupçon de l'automne se faufilant à travers l'humidité. J'enfile la chemise blanche boutonnée. La même.
Ma mère l'a encore repassé. Ruth conduit. Linda est assise à l'arrière. Personne ne parle. La radio est éteinte. Le seul son est celui du moteur de la Buick, et les cigales qui hurlent leur dernière chanson de l'été. La salle d'audience est petite, rien à voir avec les films. Des murs lambrissés, des néons, le léger bourdonnement d'un ventilateur de plafond, qui perd son combat contre la chaleur. Un greffier est assis à gauche de la barre. La plaque nominative de la juge indique « Honorable Patricia Morrow ». Je prends place à la table de la partie demanderesse. Ruth et Linda s'assoient dans le public derrière moi, au premier rang, épaule contre épaule. Je vérifie le reste de la pièce. 2 autres affaires sont inscrites au rôle ce matin. Un homme plus âgé, qui demande à retrouver un nom après un divorce. Une jeune mère, qui ajoute un trait d'union. Pas de Greg. Pas de Diane. Personne du côté des Meyers. La chaise en face de moi est vide. La juge Morrow entre. Nous nous levons. Nous nous asseyons. Elle ouvre mon dossier. Requête en changement de nom légal. De Nathalie Ann Meyers, à Nathalie Ruth Ashford. Elle lève les yeux, et m'observe par-dessus ses lunettes. Y a-t-il des objections légales déposées? Le greffier vérifie. Aucune objection au dossier, votre honneur. La juge se tourne vers moi. Jeune fille, vous comprenez qu'il s'agit d'un changement légal définitif? Oui, votre honneur. Et c'est votre décision, prise librement? Ça l'est. Elle soutient mon regard un instant, puis elle signe l'ordonnance. Le stylo gratte le papier. Un petit bruit, le bruit de 12 années qui se termine d'un seul trait. À compter d'aujourd'hui. Votre nom légal est Nathalie Ruth Ashford. Derrière moi, Ruth a le souffle coupé. Je l'entends inspirer brusquement, elle a compris pour le 2e prénom. Elle ne le savait pas. Je me retourne. Elle pleure. Nous sortons du tribunal, sous le soleil de septembre. Les colonnes de calcaire projettent de longues ombres, sur le parking. Un écureuil sprint sur le socle du mât du drapeau. Tout est ordinaire, et plus rien n'est pareil. Ruth prend ma main gauche. Linda prend ma main droite. Nous marchons comme ça, toutes les 3, bras dessus bras dessous, jusqu'à la Buick. Personne ne parle avant que nous n'atteignions la voiture, et là, tout le monde parle en même temps. Ruth Ashford, dit ma grand-mère, en essuyant ses yeux avec le dos de sa main. Tu as mis mon nom, là-dedans. Tu l'as mérité, mon bébé. Je n'ai rien mérité. J'étais juste présente. C'est exactement ce qu'il a mérité, grand-mère. Linda ouvre la portière de la voiture, s'arrête, et me tire vers elle. Elle me serre dans ses bras comme elle le faisait quand j'étais petite. Une main sur l'arrière de ma tête, l'autre pressée à plat contre ma colonne vertébrale. Je sens sa cage thoracique trembler. Je suis fier de toi, murmure-t-elle. Juste ici, en ce moment. Nous montons dans la voiture. Ruth démarre le moteur, puis le coupe. On s'arrête pour prendre une glace, annonce-t-elle. 3 boules, non négociables. Nous roulons jusqu'à la laiterie sur la route 9, le même endroit où Ruth m'a emmené après ce dernier Thanksgiving. Le même endroit où nous allons depuis que je suis assez petite pour avoir besoin d'un rehausseur. Ruth commande une glace noix de pécan. Linda prend fraise. Je prends menthe aux pépites de chocolat, comme toujours. Nous nous asseyons à la table de pique-nique, devant, les jambes collant au banc en métal, la glace coulant plus vite que nous ne pouvons la manger. Je baisse les yeux sur l'ordonnance du tribunal, pliée dans mon sac. Nathalie Ruth Ashford. De l'encre noire sur du papier blanc. Légal, final, le mien. Je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti quelque chose de plus calme. Je me suis senti moi-même. Cette nuit-là, je suis assise à mon bureau, sous la lampe à l'abat-jour de travers. Une enveloppe blanche, une simple feuille de papier, un stylo. J'ai composé cette lettre dans ma tête, pendant des semaines. Le premier brouillon était long. Des pages de tout ce que je voulais dire. Chaque anniversaire manqué, chaque visite, chaque fois que Diane a dit quelque chose de tranchant, et qu'il n'a rien dit du tout. Je voulais tout étaler, ligne par ligne, pour qu'il ne puisse pas prétendre qu'il ne savait pas. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il sait.
Il a toujours su. Le problème n'a jamais été l'information. C'était le choix. Il a choisi le confort de Diane, plutôt que mon existence. Il a choisi le silence, plutôt que la défense. Il a choisi la voie de la moindre résistance, à chaque fois. Étage 12 ans de moindre résistance ont creusé un canyon entre nous, qu'aucune lettre ne pourrait combler. Donc, je n'ai pas besoin de paragraphes. Je n'ai pas besoin d'arguments. J'ai juste besoin qu'il entende la seule vérité, qu'il ne peut pas balayer avec des excuses. Je débouche le stylo. J'écris 3 mots. Elle avait raison. 3 mots. Diane a dit que je n'avais jamais vraiment été sa fille. Et ces 12 ans d'absence, son silence à ma remise de diplôme, sa chaise vide à mon audience, lui ont donné raison. Elle n'a pas énoncé une prophétie. Elle a décrit ce qu'il a construit. Je plie le papier en 2, je le glisse dans l'enveloppe. Puis, je fouille dans mon sac, et je sors l'ordonnance du tribunal, la copie que la greffière m'a donnée. Je la glisse à côté du mot. J'écris son adresse sur le devant, la même adresse qu'il a depuis qu'il a épousé Diane. Je décolle un timbre du rouleau que Ruth garde dans le tiroir à bazar. Je le presse dans le coin. Je marche jusqu'à la boîte aux lettres, au bout de l'allée, j'ouvre la porte, je mets l'enveloppe à l'intérieur, je la ferme, je lève le drapeau. Fait. Je ne fais pas de suivi. Je n'appelle pas. Je ne passe pas devant sa maison, je ne vérifie pas ses réseaux sociaux, et je ne demande à personne ce qui s'est passé quand il a ouvert l'enveloppe. La lettre est un point à la fin d'une phrase, pas le début d'une conversation. Mais Ridgewater et Ridgewater. Les murs sont fins, et les gens parlent. 3 jours après que j'ai posté la lettre, ma mère rentre de son service à l'hôpital, avec ce regard. Le regard qui dit qu'elle sait quelque chose, qu'elle n'a pas encore décidé de partager. Denise, à la réception, dit que Greg Meyers n'est pas dans son assiette cette semaine. Il est venu aux urgences, pour faire vérifier sa tension artérielle. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Je ne demande pas de détails. Je n'en ai pas besoin. Le dimanche suivant, Ruth a des nouvelles de son amie Margaret, à la First Baptist Church. Greg est venu au service du matin, seul. Pas de Diane, pas de Tommy. Il s'est assis sur le banc du fond, la tête baissée pendant toute l'heure. Quand le pasteur Davis lui a demandé s'il allait bien, Greg a secoué la tête, et est sorti avant la bénédiction. Margaret a dit qu'il avait l'air d'un homme qui venait de lire sa propre notice nécrologique, me raconte Ruth. Je hoche la tête. Je ne ressens pas de satisfaction. Je ne ressens pas de pitié. Je ressens l'étrange poids creux d'une porte que j'ai fermée moi-même. La certitude que cela devait arriver, et la douleur de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais travailler. Je mets en rayon le nouvel arrivage des sorties d'automne. Madame peut-on me demande si je veux modifier mon badge de nom? Oui, s'il vous plaît. Elle en imprime un nouveau sur l'étiqueteuse, Nathalie Ashford. Je l'épingle sur mon tablier. Il se place là où l'ancien se trouvait. Même endroit, nom différent. Madame peut-on le regarde, me regarde, et hoche la tête une fois. Tant mieux pour toi, Nathalie. C'est tout, et c'est suffisant. Il se pointe à la librairie, un mercredi. La clochette au-dessus de la porte teinte. Je suis derrière la caisse, en train d'étiqueter des livres de poche d'occasion avec un pistolet à prix. Je lève les yeux, et il est là. Mon père, debout entre le rayon « Jeunes adultes » et le rayon « Développement personnel », ce qui ressemble à une métaphore trop évidente pour être ignorée. Il a mauvaise mine. Chemise froissée, barbe de 3 jours passé le stade de l'intentionnel, les yeux rougis, comme s'il les avait frottés toute la matinée. Il sent le café et quelque chose de rance. Nat, on peut parler? Nous sommes en train de parler. Il grimace, fait un pas de plus. Ses mains pendent à ses côtés, comme s'il ne savait pas quoi en faire. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Je pose le pistolet à prix. Si, tu le savais. J'aurais dû. Tu aurais dû faire beaucoup de choses, papa. Il reste là, à encaisser. Je regarde sa mâchoire travailler, sa gorge bouger. Il essaie de trouver la bonne phrase. La combinaison de mots qui déverrouillera la porte que j'ai fermée. Mais il n'y en a pas. Certaines portes n'ont pas de clé. Elles ont des charnières,
qui ne bouge que dans une seule direction. Est-ce que je peux réparer ça? Tu ne peux pas effacer ce qui a été fait, et je n'en ai pas besoin. J'avais juste besoin que tu saches pourquoi. Ces 3 mots, dit-il, la voix brisée, étaient la vérité, et tu le sais. Il me regarde. Pendant un long moment, il se contente de regarder, et je vois quelque chose que je n'ai jamais vu sur le visage de mon père, auparavant. Pas de la colère, pas de l'apitoiement sur lui-même. De la reconnaissance. La lente et terrible compréhension d'un homme qui voit enfin les débris devant lesquels il est passé tous les jours, pendant 12 ans. Il hoche la tête une fois, puis il se retourne, et sort. La clochette tinte à nouveau. La porte se referme. Mes mains tremblent pendant 30 secondes. Je m'agrippe au comptoir jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Ensuite, je retourne étiqueter les livres de poche. Dans une ville comme Ridgewater, vous n'avez pas besoin de coller votre oreille à un mur. Les murs parlent d'eux-mêmes. En moins d'une semaine, l'histoire m'arrive par fragments, transmise par le réseau des dames de l'église, des rencontres à l'épicerie, et des conversations par-dessus les clôtures, qui forment le système circulatoire de chaque petite ville d'Amérique. Greg et Diane se sont disputés. Une vraie dispute. Pas les désaccords soigneusement modulés que Diane orchestre d'habitude, mais le genre qui fait trembler les fenêtres, et envoie les voisins à l'autre bout de leur jardin. Les détails me parviennent par Madame Langlais, qui les a entendus de sa voisine, qui vit à 2 maisons de chez les Meyers. Diane, c'est de ta faute. Tu l'as laissé faire ça, Greg. Et c'est la partie que tout le monde répète, la partie qui voyage le plus loin, parce que les gens de Ridgewater attendent depuis 12 ans d'entendre Greg Meyers tenir tête sur quelque chose. Tu lui as dit qu'elle n'avait jamais été ma fille, à sa remise des diplômes, devant tout le monde. Diane a commencé à répondre, j'étais juste. Tu avais raison, Diane. C'est ce qu'elle a écrit. Elle avait raison. Et elle l'a, parce que je t'ai laissé rendre ça vrai. On m'a dit que Diane s'était tue, après ça. Personne n'a pu confirmer combien de temps le silence a duré, mais la voisine a dit que c'était la première fois, en 11 ans, qu'elle n'avait pas entendu la voix de Diane portée dans l'air du soir. J'entends tout cela de seconde main. Je ne le demande pas. Je ne le commande pas. Je n'appelle pas mon père pour voir comment il va. Et je n'appelle pas Diane pour remuer le couteau dans la plaie. Les 3 mots ont fait leur travail. Pas comme des armes, comme des miroirs. Et la chose avec les miroirs, c'est que vous ne pouvez pas discuter avec ceux qu'ils vous montrent. Vous pouvez seulement rester là, et regarder. Dans les semaines qui suivent, le changement de nom se dépose sur Ridgewater, comme toutes les nouvelles se déposent sur les petites villes. En couches. Chacune plus fine que la précédente, jusqu'à ce que cela fasse partie du bruit de fond. Madame Peton est la première à le dire à voix haute, à la librairie. Elle ajuste ses lunettes, regarde mon nouveau badge, et dit, Ashford vous va bien. Puis, elle me demande de réorganiser le rayon enfant, et la vie continue. Monsieur Donovan, mon ancien professeur d'histoire, celui qui m'a écrit une lettre de recommandation, m'envoie un email de suivi, j'ai toujours su que tu étais plus forte que tes circonstances. Ton grand-père Walter serait fier. La bibliothécaire de la bibliothèque publique met à jour ma carte, sans faire de commentaires. L'employé du bureau des véhicules motorisés traite mon nouveau permis de conduire, avec la même efficacité ennuyée qu'elle apporte à tout le reste. Souriez, dit-elle, et le flash se déclenche. De l'autre côté de la ville, les répercussions sont moins douces. 2 des amis d'études bibliques de Diane arrêtent de retourner ses appels. Pas de façon dramatique, pas de confrontation. Juste le lent retrait qui se produit quand les gens décident qu'ils ne veulent pas être associés à une histoire sur laquelle ils avaient tort. L'incident de la remise des diplômes est raconté à nouveau, lors des repas partage et dans les salons de coiffure. À chaque récit, Diane devient un peu plus vive, ses mots un peu plus tranchants. Greg commence à aller à la First Baptist Church, seul. Chaque dimanche, sur le banc du fond. Diane reste à la maison avec Tommy. Je ne suis rien de tout cela délibérément. Je l'entends comme on écoute les bulletins météo, passivement, en marge d'autres conversations. Je suis occupé. Mise à jour du numéro de sécurité sociale, du permis de conduire, des formulaires d'inscription à l'université. Chacun d'entre eux tamponné, signé, et classé sous le nom de Nathalie Ruth Ashford. Chaque formulaire est un petit acte de construction. Je ne démolis rien.
Je construis quelque chose qui aurait dû exister depuis toujours. Un nom qui m'appartient. Cela arrive un mardi soir. Il n'y a rien de spécial. Pas d'anniversaire, pas d'élément déclencheur. Juste ma mère et moi, à la table de la cuisine. Des restes de pâtes, et le faible bourdonnement du réfrigérateur. Linda repousse son assiette, et croise les mains. Elle fait ça quand elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle retient depuis un moment. Je l'ai déjà vu faire ça, avant d'annoncer une mauvaise nouvelle à l'hôpital. Je n'ai jamais dit du mal de ton père devant toi. Tu le sais. Je sais, maman. J'ai fait ce choix tôt, quand tu étais petite. Je ne voulais pas que tu portes ma colère, en plus de la tienne. C'était la bonne décision. Elle secoue la tête. Peut-être. Mais j'aurais dû te dire plus tôt que tu ne lui devais pas ta patience. Ce n'était pas à toi de faire cet effort. C'était à lui, de ne pas te demander de le faire. Ça fait mouche. Je le vois frapper. Son menton s'abaisse légèrement. Ses yeux deviennent brillants. Et pour la première fois depuis que j'ai 6 ans, ma mère pleure devant moi. Pas les pleurs étouffés, le visage pressé contre l'oreiller, que j'entendais à travers le mur quand j'étais enfant. De vraies larmes, sans défense, qui coulent sur son visage dans la lumière de la cuisine. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de tout ça, dit-elle. Tu m'as protégé, toi et grand-mère, tous les jours. C'est pour ça que je m'appelle Ashford maintenant. Elle tend le bras à travers la table. Je prends sa main. Sa poigne est la même qu'elle utilise aux urgences. Forte, constante, conçue pour maintenir quelqu'un ensemble, quand tout s'effondre. Nous restons assises là, pendant un moment. Les pâtes refroidissent. Le réfrigérateur bourdonne. La lumière de la cuisine rend tout doux et jaune. Ton père ne te mérite pas, dit-elle doucement. Je sais. Mais je n'ai pas fait ça à cause de lui. Je l'ai fait pour moi. Le 15 septembre. Premier jour à l'université communautaire de Ridgewater. Le campus est constitué de 3 bâtiments en briques, dans un parking. Rien de chic, mais l'air sent les cahiers neufs et les nouveaux départs. Je suis au 2e rang du cours d'introduction à la composition anglaise, salle 204. Les néons bourdonnent au plafond. La professeure, Dr. Hollis, une femme aux cheveux gris courts et à la voix qui ressemble à du gravier chaud, ouvre son registre. Elle commence à appeler les noms. Adams, Alvarez, Anderson. Chacun reçoit un « présente » ou une main levée en réponse. Nathalie Ashford. Présente. Un mot, 2 syllabes d'un nom que je porte depuis exactement 7 jours. Je l'entends me revenir, depuis la bouche de la professeure, et il s'adapte. De la même façon qu'une clé rentre dans une serrure que vous ne saviez pas bloquer. Ashford, présente. Présente, et prise en compte. Une fille à côté de moi, cheveux roux, taches de rousseur, dont le cahier est déjà couvert de gribouillage, se penche vers moi. Ashford, c'est un nom cool. C'est irlandais? Anglais, je réponds. Ça veut dire un gué près des frênes. Mon grand-père était charpentier. C'est tellement mieux que le mien. Je suis Jess Miller. Il y a littéralement 4 Miller dans ce bâtiment. Je souris. Elle me rend mon sourire. Et juste comme ça, je suis Nathalie Ashford. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée du tribunal, du carnet, des 3 mots, ou des 12 années qui m'ont mené ici. Pour Jess, je suis juste une fille avec un nom de famille intéressant, et un grand-père qui construisait des choses. Je ne lui raconte pas l'histoire. Je n'en ai pas besoin. La beauté d'un nouveau nom, c'est qu'il ne porte pas les vieux bagages, à moins que vous ne les fassiez vous-même. J'ouvre mon cahier, un nouveau, à spirale, à lignes espacées. La première page est vierge. Pas de promesses brisées, pas de date d'annulation. Juste un espace blanc, qui attend d'être rempli par quelque chose que je choisis. J'ai des nouvelles de Greg par la ville. La façon dont la météo arrive. Vous n'allez pas la chercher. Elle apparaît juste à votre fenêtre. Ruth me dit au dîner du dimanche, que Greg a commencé à voir un conseiller à Springfield. 40 minutes de route aller, 2 fois par semaine. Elle l'a appris par Margaret à l'église, qui l'a appris par la réceptionniste du conseiller, parce qu'à Ridgewater, même la thérapie ne peut se cacher derrière une porte fermée.
Il y va tout seul, ajoute Ruth. Diane ne voulait pas qu'il y aille. Elle disait qu'il faisait toute une scène pour rien. Je pose ma fourchette. Tant mieux pour lui. Tu es d'accord avec ça? Il fait ce qu'il aurait dû faire il y a 12 ans. C'est tard, mais ce n'est pas rien. Greg et Diane ne divorcent pas. Ce n'est pas comme ça que ce genre d'histoire se termine. Proprement, de façon dramatique, avec des papiers signés et des cartons faits. Au lieu de cela, la dynamique change. La voix de Diane dans la maison devient plus silencieuse. Celle de Greg devient plus ferme. L'équilibre se modifie. La façon dont une maison se tasse, après des années à s'être trop penchée dans une seule direction. Un mois après l'audience, une lettre arrive chez nous. Manuscrite. L'écriture en lettres d'imprimerie de Greg, sur une feuille de papier ligné. Pas d'adresse de retour, mais je reconnais l'écriture. Je l'ouvre à mon bureau. Il écrit qu'il est désolé. Il écrit qu'il sait que, désolé, ne suffit pas. Il écrit qu'il ne me demande pas de revenir, de pardonner, ou de faire semblant. Il écrit qu'il essaie de comprendre, comment il a laissé cela se produire. Et il commence à voir des réponses qu'il n'aime pas. La lettre fait 2 pages de long. Ce sont les mots les plus nombreux que mon père m'ait donnés depuis que j'ai 6 ans. Je la plie, je la mets dans le tiroir de mon bureau, et je le ferme. Je ne la jette pas. Je ne réponds pas. Certaines lettres méritent d'être gardées. Mais toutes ne méritent pas une réponse. Le nouveau permis de conduire arrive un jeudi. Je le récupère au comptoir, je signe sur la tablette numérique, et je m'écarte pour le regarder, sous les néons. Nathalie Ruth Ashford, cheveux bruns, yeux noisettes, 1m67, donneuse d'organes. La photo est meilleure que mon ancienne. Quelque chose dans l'expression. Dans la dernière photo, j'avais l'air de quelqu'un qui attendait une permission. Dans celle-ci, j'ai l'air de quelqu'un qui a arrêté de demander. Je passe mon pouce sur le nom. Le plastique est lisse, le texte petit et officiel, le genre de lettrage qui dit « Voici qui vous êtes, selon l'État du Missouri ». Mais cela semble plus grand que l'État du Missouri. C'est le premier document honnête que j'ai jamais tenu entre mes mains. À la maison, Ruth demande à le voir. Je le lui tends. Elle le tient à bout de bras, ses lunettes à double foyer dans l'autre main, et lit chaque ligne. « Regarde-moi ça, dit-elle. Tu as le nom de ton grand-père, sur une bien meilleure photo que la mienne. Tu n'as pas une mauvaise photo, grand-mère. » Si. 2019, j'ai éternué. Elle me rend le permis, et je le glisse dans mon portefeuille. Le même emplacement où se trouvait l'ancien. L'emplacement où Nathalie Meyers a vécu pendant 2 ans et 3 mois. Il rentre de la même manière. Il pèse le même poids. La différence est invisible pour quiconque, mais je la sens. Je sens l'absence d'un nom qui n'a jamais été le mien, et la présence d'un nom qui l'est. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas cinématographique. C'est une carte en plastique, dans un portefeuille en cuir, que je sortirai dans les épiceries et lors des contrôles routiers, et dans des moments si ordinaires qu'ils ne feront jamais une histoire. Et c'est exactement ça, le but. Mon nom n'a plus besoin d'être une histoire. Il a juste besoin d'être le mien. Ce week-end-là, je nettoie ma chambre. Pas le genre de nettoyage où on pousse tout dans le placard, et on dit que c'est fait. Le vrai genre, où l'on sort les boîtes de sous le lit, et on décide de ce qui reste et de ce qui part. Je trouve le carnet au bas d'une pile, coincé entre un trophée d'orthographe de CM2, et une boîte à chaussures pleine de cartes d'anniversaire de Ruth. Je m'assois par terre, en tailleur, et je l'ouvre. Page 1. Écriture ronde et appliquée. Celle qu'utilise une élève de CE2, quand elle essaie de bien former chaque lettre. Papa a dit qu'il viendrait à mon récital de piano. 12 mars. Il n'est pas venu. Page 20. L'écriture est plus affûtée maintenant, penchée en avant, les lettres devenant plus grandes et plus serrées. Papa a annulé le voyage à la foire du comté. Urgence au travail. Page 36. Presque mon écriture actuelle. Frais de justice de 200 €. J'ai besoin de 8 services à la librairie. Page 44. La dernière entrée. Papa a encore annulé. Diane ne se sent pas bien. 47 promesses. 47 promesses brisées,
écrite à l'encre qui change de couleur sur 8 ans. Bleu, noir, violet, retour au noir, parce que j'utilisais n'importe quel stylo à portée de main. Le carnet est froissé, taché de café, la reliure cassée à force d'avoir été ouverte et fermée tant de fois. Je le ferme. Je ne déchire pas les pages. Je ne le brûle pas. Je ne le jette pas à la poubelle avec un grand discours sur le fait de lâcher prise. Je le mets dans une boîte en carton, sous mon lit, à côté d'un ours en peluche nommé Capitaine, et de ma photo de classe de CM2. Des objets d'une vie qui ne me correspond plus, mais que je n'ai pas abandonné. Je n'ai plus besoin du carnet. Mais je le garde, parce qu'il prouve que je n'ai rien inventé. Chaque promesse, chaque annulation, chaque bon remesse et chaque semaine de fou, tout est documenté dans l'écriture d'une enfant, qui a lentement grandi pour devenir une femme. La preuve que je lui ai donné toutes les chances. Je veux être honnête avec vous, à propos de quelque chose. Je n'ai pas changé mon nom pour blesser mon père. Je l'ai changé, parce que porter son nom me blessait. Chaque fois qu'un professeur appelait Nathalie Meyers lors de l'appel, j'entendais l'écho d'un homme, qui avait dit qu'il serait de retour pour vendredi. Chaque fois que je signais mon nom sur un contrôle, une demande d'emploi ou une carte d'anniversaire, j'écrivais la signature de quelqu'un qui avait choisi de ne pas être là. Pendant 12 ans, j'ai cru que si j'étais assez bonne, si mes notes étaient assez hautes, mon comportement assez parfait, et si j'étais assez patiente, mon père reviendrait. Qu'il verrait ce qu'il ratait, et qu'il me choisirait. Il ne l'a pas fait. Et je veux que vous entendiez cette partie, clairement, c'était son échec, pas le mien. Un enfant ne devrait pas avoir à mériter la présence de son père. La présence n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Les 3 mots que j'ai écrits dans cette lettre, n'étaient pas une vengeance. Ils étaient un miroir. Et parfois, un miroir est la seule chose qui puisse atteindre quelqu'un, qui a passé des années à détourner le regard. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite, entre moi et mon père. Peut-être qu'il continuera à aller voir son conseiller. Peut-être qu'il écrira d'autres lettres. Peut-être qu'un jour, dans des années, j'ouvrirai ce tiroir de bureau, et je lui répondrai. Je n'en sais rien. Mais je sais ceci, quoi qu'il arrive, cela se fera selon mes termes, avec mon nom, en mon propre temps. Si vous portez un nom, une relation, ou une attente qui ne vous ressemble pas, vous avez le droit de les poser. Pas par haine, pas par vengeance, mais par respect de vous-même. Parce que le respect de soi n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est quelque chose que vous construisez, une décision à la fois, jusqu'à ce que cela puisse supporter votre poids. Je m'appelle Nathalie Ruth Ashford, et pour la première fois de ma vie, mon nom me ressemble. Nous sommes en octobre maintenant. Les frênes, le long de la propriété de grand-mère Ruth, sont devenues dorées. La lumière du porche jette un cercle chaleureux sur les lattes du plancher. Les grillons. L'odeur de la fumée de bois provenant de la cheminée de quelqu'un, plus bas sur la route. Je suis assise dans le fauteuil à bascule, à gauche. Ruth est assise dans celui de droite. 2 tasses de camomille, la vapeur s'élevant dans l'air frais. Nous sommes assises ici, depuis que je suis assez petite pour tenir sur ses genoux. Et le rythme n'a pas changé. Basculer en avant, basculer en arrière. Laissez le silence faire la conversation. Tu sais ce que ton grand-père dirait, en ce moment, demande Ruth. Quoi? Elle fait un grand sourire. Le grand sourire lent, qu'elle réserve au moment qui compte vraiment. Il dirait, il était grand temps. Je ris. Je ris vraiment. Le genre de rire qui commence dans la poitrine, et qui remonte jusqu'à ce que tout votre corps y participe. Ruth se joint à moi, son fauteuil grinçant plus vite, son thé débordant sur le bord de sa tasse. Nous rions jusqu'à ce que les grillons se taisent, et que la lumière du porche vacille. Ensuite, nous nous installons à nouveau dans ce silence facile, que seules 2 personnes qui se font totalement confiance, peuvent partager. Je lève les yeux. Un ciel d'octobre plein d'étoiles, plus que l'on n'en verra jamais dans une ville. Quelque part derrière ces étoiles, Walter Ashford est là-haut. L'homme qui a construit cette maison, qui a planté ces arbres, qui a donné son nom à une famille qui le porte avec fierté. Salut, grand-père Walter, je dis au ciel. C'est sympa de te rencontrer enfin, correctement. Je suis Nathalie. Nathalie Ashford. Ruth tend la main, et serre la mienne. Sa paume est chaude à cause de la tasse.
sa poigne est la même poigne qui m'a maintenu stable, toute ma vie. Et ça, je vous le dis, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Et si elle vous a fait ressentir quelque chose, de la colère, du soulagement, de la reconnaissance, j'adorerais l'entendre. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà lâché prise sur quelque chose, qui n'était pas à vous de porter? Un nom, une relation, une attente que quelqu'un d'autre avait placée sur vos épaules. Si vous avez traversé quelque chose comme ça, vous n'êtes pas seul. Et votre histoire compte, elle aussi. Abonnez-vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, et regardez la description ci-dessous, pour d'autres histoires comme celle-ci. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je m'appelle Nathalie Ashford, et c'est moi qui l'ai choisi.